1904, deux empires, aux ambitions importantes, finissent par se confronter. 1916. Né dans l'Oural, un homme au destin tragiquement incroyable, un joueur accepté dans un Hall of Fame malgré son statut d'étranger. 1917. Né à Uji-Yamada, dans la préfecture de Mie, un homme au caractère affirmé, un joueur dont la magie imprima les rétines de figures de légende, un autre destin tragique. L'un est russe, d'origine, mais tentera de devenir plus japonais que les japonais eux-mêmes. L'autre est un patriote, au talent précoce. Et si leurs pays respectifs, d'origine pour l'un, de vie pour les deux, croiseront le fer et se lanceront corps et âme dans une guerre, dans la guerre, toujours elle, façonnera les vies de ces deux légendes. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour parler de Victor Starfin et Eiji Sawamura, éphémères coéquipiers au destin entrelacé, entremêlés, victimes avant tout de leur époque et légendes de leur pays. Éphémère, c'est quand même plusieurs années. Si vous vous rappelez de la première vidéo, on avait parlé en fait de la situation au Japon et notamment sa transformation entre l'époque du shogunat qui avait duré donc plus de 2 siècles et donc l'arrivée de la restauration de l'empire et avec notamment l'empire Meiji et donc tout simplement ce qui a amené la modernisation de ce pays. Une modernisation spectaculaire qui a amené aussi des ambitions grandissantes pour le Japon et qui va faire figure en fait de symbole de représentation d'une Asie qui va petit à petit essayer de retrouver un équilibre dans les pouvoirs en puissance. On sait qu'auparavant, l'Europe et donc les États-Unis émergents sont des puissances qui sont en train de travailler pour pouvoir coloniser les différentes parties du globe où ils ne sont pas en position de force. On le voit avec l'Afrique, on le voit avec l'Asie également. Et avant donc cette restauration Meiji, on se rappelle que le Japon était avant tout une zone féodale, une zone aussi où il y avait interdiction de voir donc les étrangers pouvoir tout simplement vivre sur ce pays. On se rappelle donc du Sakoku, et donc il faut savoir que ce soit l'Europe, mais également la grandissante Amérique, on se retrouve avec tout simplement une sorte de estimation en deçà de ce qu'est capable de produire l'Asie. On va voir tout simplement qu'il y a quelque part cette idée de voir l'Asie comme une zone de tiers-monde, une zone sous-développée. On sait qu'il y a eu d'ailleurs des guerres pour pouvoir s'approprier des ressources. On se rappelle de la guerre d'opium en Chine avec les Anglais qui vont vraiment travailler ce pays au corps, si je puis me permettre. On va voir également les États-Unis qui vont donc justement quelque part précipiter cette révolution avec l'empire Meiji, cette restauration, via notamment les différentes menaces qui avaient été mises presque à exécution face au Japon. Voilà, ces menaces pour faire ouvrir les frontières, et donc ça avait amené, on se rappelle, en 1853 à cette ouverture des frontières, notamment pour pouvoir relancer en fait tout ce qui est mercantile, donc le marché, tout ce qui est trade. Et donc le Japon, à la fin du 19e siècle et début du 20e siècle, veut en fait étendre on va dire son pouvoir, son étendue, sa mainmise, et pouvoir aussi augmenter en influence. Ils ont pour ce faire différentes directives, différents objectifs à mettre en place, et notamment c'est avoir une sphère d'influence au niveau de la Corée, et également au niveau de la Mandchourie. Il faut savoir également qu'il y a un empire qui était le plus grand empire dans le monde à cette époque-là, c'est l'empire russe. Cet empire russe, on sent petit à petit une certaine déliquescence, un certain affaiblissement. Et donc cet empire russe veut récupérer aussi une certaine influence, certaines zones dans sa partie est lointaine, on dira, afin de pouvoir contrôler différents ports et différents accès, notamment par rapport au commerce. La Russie, notamment pour ses histoires de commerce, avait récupéré tout d'abord un port depuis par rapport à la Chine, c'était le port donc de Vladivostok, mais ce port était surtout utilisable pendant les mois en fait où il fait plus chaud, printemps, été. Donc ce n'était pas pendant toute l'année. Il faut savoir que de son côté, le Japon a commencé donc son expansion avec notamment une guerre face à la Chine qui a duré 1 an, entre 1894 et 1895, et suite à cette guerre, le Japon va notamment récupérer le fameux Port Arthur.
Et ce port Arthur est beaucoup plus intéressant que le port Vladivostok qu'a les Russes, et les Russes vont vouloir donc contester ce gain, ce qu'a obtenu le Japon à cette époque-là. Et donc, avec l'appui de la France et de l'Allemagne, dans ce qui avait été appelé la fameuse Triple Intervention, le tsar, donc Nicolas II, avait récupéré le contrôle donc de ce territoire, ce fameux port Arthur, cette enclave, dans la province Lushunkou en Chine, et tout ceci en 1898. De plus, les armées russes vont occuper la Mandchourie en 1900, et en fait tout ça va amener d'autres tensions avec les relations qui sont déjà assez fragiles avec le Japon. Mais vous le savez, les histoires stratégiques et géopolitiques sont telles que les alliés d'hier peuvent être les ennemis de demain, ou en tout cas en fonction des ambitions de chacun, la balance peut changer et l'équilibre et les amis peuvent changer. Le Japon va vraiment se retrouver à chercher des alliances de ci, de là pour pouvoir aussi se mettre en position, on va dire, défensive vis-à-vis de la Russie. Et pour ce faire, ils vont notamment signer une alliance avec la Grande-Bretagne. Et tout ceci tout en négociant une démilitarisation de la Mandchourie avec la Russie. De son côté, la France, qui n'est jamais très loin, va notamment ne pas être d'accord, désapprouver en fait l'expansion et les ambitions d'expansion de la Russie dans donc, ce qu'on appelle l'Est lointain, et vont notamment presser le tsar d'éviter d'aller plus loin. Malgré les mises en garde, le tsar va vouloir tout simplement garder ses options et vouloir continuer de s'étendre. Il va toujours vouloir garder cette sphère d'influence vis-à-vis de la Corée et de la Mandchourie. Il va également pour ce faire atteler ses ingénieurs à compléter la construction du plus grand chemin de fer au monde, le fameux transsibérien. Et ce transsibérien doit connecter en fait Moscou à Vladivostok. Ce projet va également amener des ramifications, si je puis me permettre, avec notamment des constructions de chemins de fer plus courts qui vont connecter notamment la Mandchourie avec le reste de la Russie. Toute cette escalade en fait et ces points stratégiques mis en place avec cette pression que ressent le Japon de plus en plus, et aussi le fait qu'il voulait également s'étendre, comme je l'ai dit, en termes d'influence vis-à-vis de la Corée, ça va amener en fait à simplement une cassure diplomatique et donc la déclaration de guerre en 1904 du Japon envers la Russie. Rapidement capables de gagner des batailles importantes, des batailles stratégiques, les Japonais vont récupérer le port Arthur et d'autres zones stratégiques clés dans cette guerre face aux Russes assez rapidement. Ils vont également pouvoir profiter en fait de la xénophobie mise en place par la Russie, de peur en fait que les populations d'origine ethnique précise dans l'Est lointain se lancent en fait contre eux, et cette peur et cette stratégie de répression va se retourner en fait contre eux, puisque du coup les Japonais vont pouvoir l'utiliser. La Mandchourie et les zones chinoises qui étaient russes deviennent petit à petit japonaises. Les Japonais leur donnent également pas mal de renseignements, leur donnent également des moyens pour pouvoir combattre, pour pouvoir résister. Et tout ceci va amener en fait à une guerre qu'on qualifiera d'éclair en termes d'histoire, puisque c'est une guerre qui va durer 1 an entre 1904 et 1905, avec la victoire japonaise, ce qui va amener des conséquences assez énormes. Cette guerre qui va être vraiment catastrophique pour le tsar, puisque ce dernier va ignorer pas mal de propositions de traités de paix par un Japon, en fait, par un empire japonais qui était largement au-dessus. Il va vouloir en fait continuer la guerre coûte que coûte malgré les pertes. Au bout d'un moment, c'est juste pour une question de fierté et de dignité. Ça va complètement changer la balance et en fait les directions, les trajectoires de ces deux grandes nations. La Russie en proie à des problèmes également intérieurs à elle-même, puisque cette guerre qui a été menée par le tsar et qui a amené pas mal de problèmes de pertes économiques notamment, va augmenter beaucoup de problèmes, qui va amener à pas mal d'événements tragiques, notamment le fameux Bloody Sunday, où en fait une protestation mise en place par un prêtre, Georgi Gapon, va amener les troupes russes à tout simplement tuer en fait 200 à 1000 personnes, ce qui va encore plus exacerber les tensions, ce qui va amener en fait cette idée de révolution avec une mise en place d'une influence de plus en plus grande par ce qu'ils vont créer et ce qu'ils vont appeler en fait la National Duma. Donc c'est un parlement, ils vont créer une constitution, tout ceci va en fait prendre du pouvoir du tsar et l'amener un peu plus vers donc ce parlement et vers ce peuple.
Et si donc avec le manifeste d'octobre en 1905, les tensions sont apaisées temporairement, on le sait, ça va tragiquement mener à la fin de l'Empire russe, quelques années plus tard. Du côté du Japon, on se retrouve avec une victoire, on se retrouve aussi avec une influence grandissante, on se retrouve avec le fait que le Japon devient une puissance émergente dans le monde, à son poids, et en fait amène un équilibre, une sorte d'équilibre entre l'Asie à l'est et on va dire le bloc occidental. Cette victoire va amener également des tensions bien sûr, puisque on va voir par la suite que le Japon va avoir des ambitions dans les décennies suivantes, à toujours essayer d'annexer les pays voisins. Mais ceci n'est pas le sujet de la vidéo, ceci est un contexte pour rappeler qu'au début du XXe siècle, la guerre fait rage, le Japon se nourrit de la guerre pour grandir quelque part, et dans ce contexte, nos deux joueurs d'aujourd'hui vont donc naître et grandir. Mars 1917. Alors que la Première Guerre mondiale fait rage et continue de faire des victimes notamment dans l'Europe, une Europe fracturée, on se retrouve avec une Russie suite à des années et des années de protestations qui étaient en train de travailler dans l'ombre. Tout ceci éclate en fait. Ça amène à la fameuse révolution de février qui commence donc le 8 mars et qui se termine le 16 mars 1917. Cette période-là va avoir une instauration de ce qu'on appelle le dual power. Ça veut dire en fait qu'il y a deux pouvoirs en place et qui vont se confronter et s'affronter petit à petit jusqu'à la fameuse révolution d'octobre et donc la guerre civile de Russie. C'est dans ce contexte particulier qu'un petit garçon de 1 an, né dans l'Oural, dans la partie donc montagneuse l'Oural en Russie, va se retrouver en fait à devoir fuir ce pays en proie au doute, cet empire qui idéologiquement se brise sous forme de monarchie pour renaître petit à petit sous un nouveau bloc idéologique. Ce jeune homme et sa famille vont donc migrer et émigrer tout simplement chez un ancien ennemi, d'il y a une dizaine d'années, le Japon. Cette migration ne va pas les amener n'importe où, puisqu'ils vont se retrouver en fait à Hokkaido qui est la deuxième plus grande île de l'archipel du Japon. Et il faut savoir qu'Hokkaido c'est vraiment un symbole entre guillemets entre la Russie et le Japon quelque part, puisque sur Hokkaido vit un peuple qui maintenant via l'assimilation et la mixité n'existe plus en tant que tel véritablement, ce sont les Ainu. Les Ainu vivaient donc notamment sur Hokkaido, mais également sur l'île de Sakhalin, sur les îles Kouril. Et en fait, ce peuple particulier s'est retrouvé en fait pris entre deux feux, entre donc d'un côté l'émigration de la Russie par le nord, l'émigration du Japon par le sud, même si le Japon n'a pas considéré avant longtemps Hokkaido comme un de ses territoires, juste à savoir. La famille Starfin, dont le papa Constantine est un noble et donc un militaire haut gradé du régime tsariste, sont quelque part en fait les reliques d'un passé que la Russie veut voir disparaître, et c'est pourquoi la migration est le seul moyen. Sans rentrer dans les détails, on sait que cette migration a été digne des plus grands romans, des plus grandes histoires, avec pas mal d'instants dramatiques à l'orée du tragique. Ils ont réussi à survivre à une longue migration avec pas mal de risques de se faire découvrir par les bolcheviks. Et le papa a pu se réunir finalement alors qu'il faisait la guerre avec la partie tsariste contre justement la révolution bolchevique un peu plus tôt. Et donc en les rejoignant, ils vont décider d'aller encore plus loin que l'est lointain de la Russie, en atterrissant donc à Hokkaido. Réussissant à trouver travail et à s'adapter pour pouvoir subvenir à leurs besoins, la famille Starfin va envoyer donc leur enfant Victor à l'école avec les Japonais bien sûr. Et très tôt, il va quelque part être différent d'eux de par sa taille. Il va faire très rapidement plus d'1m80 alors qu'il est à peine adolescent. Et il va aussi prouver par ses aptitudes physiques et sa compréhension du baseball qu'il est très très vite un prodige de ce sport. Parler d'Eiji Sawamura, c'est également parler de la naissance en tant que sport professionnel du baseball au Japon.
Né en 1917, comme je l'ai dit auparavant, il a été très tôt mis au fait du baseball par son père en école maternelle, en école élémentaire, donc peut-être pas école maternelle, mais on va dire plutôt primaire, pour être un peu plus précis. Et il va donc très tôt se mettre au rouage, notamment du lancer. Il va un peu plus tard partir au lycée de Kyoto Shogyo, et là-bas, il va jouer dans les Koshien, les tournois Koshien. Donc pour revenir sur les tournois Koshien rapidement, les fans de baseball japonais, les amateurs de la culture baseball, notamment vis-à-vis ou via le prisme du Japon, connaissent ce nom. Koshien vient en fait de l'endroit où se déroule le tournoi final universitaire, regroupant surtout les meilleures universités en termes de baseball du Japon. Et en fait, il faut savoir que c'est une compétition annuelle et nationale. Chaque vainqueur de préfecture se retrouve ensuite pour cette finale, c'est l'été, donc en août, justement dans le district Koshien de la ville de Nishinomiya. Et il faut savoir que ce tournoi a commencé en fait en 1915 et surtout a été en fait quelque part un témoin de l'avancée des changements géopolitiques, stratégiques et culturels, socio-culturels du Japon. Il faut savoir par exemple que des équipes coréennes ou des équipes de Mandchourie et de Taïwan y participaient du début des années 20, on va dire, jusqu'à 1940, preuve en fait de la mainmise et de de l'influence qu'avait le Japon sur ces pays-là ou sur ces points stratégiques-là. Et donc, de toute façon, on y reviendra certainement plus tard dans des prochaines vidéos liées au Japon. Mais voilà, ce tournoi représente vraiment la quintessence du baseball au Japon, de par le prisme en fait lycéen. C'est le plus grand rassemblement en fait national, au niveau du Japon en termes de baseball, tout simplement. De son côté, Victor est courtisé. Arrivé en fait à l'âge d'entrée au lycée, il y a notamment un lycée prestigieux, le Koyo High School, qui était proche de Kobe, qui a voulu en fait s'attacher ses services, et pour ce faire, ils ont même proposé en fait de relocaliser la famille et de leur proposer, de leur fournir en fait ce dont ils avaient besoin pour pouvoir lancer un business dans la pâtisserie. Comme on sait, sa maman était bonne pâtissière et vendait ses pâtisseries auparavant. Malheureusement, à l'image un peu de son passé, du passé donc de sa famille, rien ne se passe comme prévu. Tout d'abord, des plaintes d'un autre lycée de la région va faire en sorte qu'il ne puisse pas répondre à l'offre favorable du Koyo High School, et il va donc devoir rechigner à partir finalement pour le Asahikawa High School, donc un lycée en fait local, Et il faut savoir également que du coup en fait avec cette école, il n'arrivera pas en fait à rejoindre le fameux tournoi qui se tient donc à Koshien. L'autre versant et l'autre problème qui va se poser est beaucoup plus dramatique, puisque son papa, qui a une affaire avec une jeune russe, se retrouve, je résume, je condense, il se retrouve en fait à assassiner cette jeune femme, et en fait s'il va avouer d'abord son meurtre suite à de la jalousie, on va dire, il va finalement se rétracter et essayer d'expliquer en fait que son amante était une espionne soviétique, et malgré ces explications et cette tentative en fait de rattraper le coup, chose qui va prouver certaines choses au niveau sur l'aspect mental de cette personne, et qui va quelque part se refléter également plus tard chez son fils. Il va donc écoper d'une sentence de 8 ans de prison. Tout semble bien plus limpide pour Eiji Sawamura, qui, avec son lycée donc de Kyoto Shogyo, va participer à trois tournois donc nationaux lycéens, Koshien, et bien qu'il va être éliminé en 1934 au premier tour, il va être considéré comme le plus grand prospect, le meilleur jeune lanceur en fait au Japon. Et donc il va participer à un fameux match, un match de légende compté maintes et maintes fois, ce match ayant lieu en 1934. On va en reparler dans 2 secondes, puisque une autre personnalité dont on parle dans cette vidéo va également faire partie de ce match en fait, enfin en tout cas va faire partie des noms associés à cet événement incroyable. Revenons un tout petit peu dans le passé. Il faut savoir que parmi les grandes stars du baseball américain, l'un d'entre eux, le fameux Lefty
O'Doul était un grand admirateur, en tout cas assez intrigué de ce qui se passait au niveau du Japon. Il avait une réelle fascination par rapport à ce pays. Et il va notamment donc construire une belle amitié avec un entrepreneur du nom de Matsutaro Shoriki. Ce Matsutaro Shoriki, il faut savoir qu'il est important, grand éditeur du journal de Tokyo. Ce dernier voulait mettre en avant cette confrontation en fait presque idéologique entre les grandes stars des big leagues, des majeurs, donc de la MLB américaine, face aux universités, les meilleurs joueurs des universités japonaises. Malgré cette envie de surfer sur la vague de la popularisation du baseball au Japon, il va se rendre compte que la plupart de ces matchs sont tout simplement déséquilibrés. Eh bien, il va décider tout simplement de travailler sur la mise en place d'une équipe avec des joueurs à très fort potentiel ou à très fort talent. Il va pas hésiter à les recruter, même pourquoi pas des joueurs qui n'ont pas fini en fait leur cursus lycéen. Et parmi ces joueurs-là, on a bien sûr nos deux fameux joueurs, Victor Starfin d'un côté, Eiji Sawamura de l'autre. Ils sont en fait recrutés pour la fameuse exhibition de 1934, une exhibition dans laquelle Lefty O'Doul va réussir à amener en fait avec lui, en tout cas à convaincre des joueurs phares comme le GOAT du baseball, le fameux Babe Ruth, mais pas seulement, on se rappelle Jimmy Foxx, Lou Gehrig, Earl Averill par exemple, et bien sûr le manager connu et reconnu Connie Mack. Tout ce beau monde va se retrouver en fait au Japon, et face à eux vont se retrouver les meilleurs, on va dire, les meilleurs talents, notamment en termes de talents prospects et jeunesse japonaise. Parmi eux, le fameux Eiji Sawamura. Sawamura avait un but. Après ses années lycée, il souhaitait en fait entrer à la fameuse Keio University, donc l'université Keio, et il savait que jouer en fait face à ces joueurs All-Star, Hall of Famers américains allait lui coûter en fait tout simplement sa scolarité, la fin donc de ses années lycée, et également l'opportunité de pouvoir ensuite rejoindre l'université Keio. Malgré tout, il va en fait donc décider de faire fi de la fin de sa scolarité et d'aller en fait se frotter en fait à ce qui se fait de mieux en termes de baseball américain. De son côté, et dans la légende, plusieurs versions s'opposent, des versions plus romancées, des versions plus plausibles concernant Victor Starfin, mais quoi qu'il en soit, nous savons qu'il va donc rejoindre également cette équipe, cette possibilité en fait de rejoindre donc cette équipe, on va dire All-Star japonaise, qui va se confronter donc à ses meilleurs joueurs all-time américains. Et s'il ne pourra jouer en fait, il ne lancera qu'une seule manche face à ces personnages limite, ces légendes du fait de son arrivée tardive, il aura eu le temps d'avoir une réputation créée sur lui bien avant son arrivée. Cependant, tous les projecteurs vont bien sûr se mettre sur Eiji Sawamura, lui qui va donc bien plus participer en fait à ces matchs d'exhibition et qui va entrer dans la légende avec ce fameux match. Eiji Sawamura est plutôt fin, plutôt menu, il n'a que 17 ans, et en fait ça se ressent aussi dans son approche de par les témoignages qu'on a, les biographies qu'on a. Il va se retrouver avec un IRA global de 7.85, ce qui est assez, assez énorme. Bien sûr, il faut se rendre compte contre qui à qui il était opposé, mais cela ne va pas l'empêcher de réaliser une performance exceptionnelle, ce dont tout le monde parle, ce qui est documenté à chaque fois, chaque année c'est ressorti. Contexte, le 20 novembre 1934, il se retrouve en fait dans un duel en fait de lanceurs. Ce duel-là, c'est un duel avec Earl Whitehill, et ces deux lanceurs vont en fait tout simplement ne rien lâcher. Ils vont réussir à tenir sans concéder 2 points assez longtemps, et Sawamura va même se permettre de retirer sur prise Gehringer, Ruth, Gehrig, Fox et tout ça à la suite. Il va notamment réussir à éliminer 3 fois de suite Babe Ruth, et il faut savoir, il aura en fait il aura concédé sur ce j'en perds mon français, voilà, c'est l'émotion, sur ce stretch, parce que je ne trouve pas le mot en français, mais sur cette partie-là, il n'aura en fait subi que
un seul coup sûr, et c'était dans la 4e manche. Par contre, au bout d'un moment, il va craquer en fait, puisqu'il va subir un home run. Un home run de Lou Gehrig, et ce home run sera en fait le home run gagnant, puisque les Américains vont gagner 1-0 ce match-là. Mais que nenni, l'essentiel est ailleurs, puisque Eiji Sawamura va devenir en fait un héros national. De son côté, Victor, de par son physique, détonne. Contrairement aux précédents lanceurs que les Américains ont dû, face auxquels les Américains en fait ont dû taper et tâter de la batte, il se retrouve face à quelqu'un de grande stature, malgré ses 18 ans, déjà costaud, caucasien, quelqu'un qui peut les regarder quelque part dans les yeux. Et sur son inning, Victor Starfield va prouver que tout simplement le talent est là, capable de retirer Charlie Gehringer sur une ground out, et malgré le fait d'avoir subi et concédé 2 buts sur balle face à Ruth et donc Lou Gehrig, il va ensuite réussir à retirer en fait 2 autres batteurs de suite, dont un sur un strikeout, et donc du coup malgré un seul inning, tout simplement son apparition va être un succès. Avec l'émergence de ces 2 jeunes talents, Shoriki sent que la voie est libre pour pouvoir enfin créer une ligue de baseball professionnelle. Sous les conseils de Lefty O'Doul, qui vaut aussi un argument marketing puisque joueur des Giants, il propose de renommer tout simplement son équipe les Tokyo Giants. Il va également permettre, ou en tout cas conseiller, de pouvoir mettre en place une première ligue professionnelle au Japon. À côté de ça, en enchaînant 2 tours aux États-Unis, en Californie entre 1935 et ensuite en 1936, ces fameux Tokyo Giants vont pouvoir en fait mettre la lumière sur notamment Victor Starfield. Et à partir de 1936, nous nous retrouvons avec la première occurrence, la première itération donc du championnat japonais, et surtout la réunification sur une saison entière, une saison professionnelle de nos 2 jeunes talents, Eiji Sawamura et Victor Starfield. Vainqueurs du premier championnat en fait national en 1936, les Tokyo Giants vont en fait se reposer sur un 1-2 punch avec un clair numéro 1, Eiji Sawamura, qui va notamment avoir un IRA de 1.05 sur cette première saison en 1936, et un numéro 2 qui va devoir en fait ronger son frein à Victor Starfield, puisqu'il y a très peu de matchs, assez peu au final de manches à jouer pour lui. Il en jouera 24 sur cette première saison avec un IRA de 2.63. Malgré tout, les saisons suivantes, le calendrier va s'étendre avec une formule différente, et également la rivalité va se mettre en place avec les Osaka Tigers. Ces Tigers dont le lanceur star est Yukio Nishimura, un joueur qui aura un IRA de 1.78 en 1937. Ce dernier est accompagné du champion à la batte, Kenjiro Matsuke, sur cette saison-là, et du coup Osaka va même réussir en fait à gagner le titre face aux Giants, face aux Kyojin, en 1937 et 1938. Après ces 3 premières saisons, on va dire inauguratives, Victor Starfield va en fait complètement prendre le rôle de starter d'ace suite à la première envolée patriotique en fait de Eiji Sawamura. Il faut savoir que les premiers instants, on va dire de guerre se mettent en place en 1938, et ces premiers instants de guerre se passent entre le Japon et la Chine. Et donc Sawamura va donc tout simplement se mettre en volontaire, tout simplement, pour pouvoir tout simplement aider son pays vis-à-vis de ça. Et alors que tout se passe bien pour Victor, qui bat record après record, qui devient vraiment le meilleur lanceur de la ligue, eh bien la tragédie se rapproche, que ce soit pour lui ou pour Eiji Sawamura. La guerre arrive, la guerre est là, et il faut se rappeler que Victor Starfield est russe de base. Il a grandi, il est japonais, il a vécu et grandi donc au Japon. Comme dit en début de vidéo, c'est le japonais qui va être le plus japonais possible, mais il reste ce que l'on appelle un gaijin, un étranger. Et lors de ces temps assez difficiles de par la guerre, il va être mis en question, comme la plupart des migrants donc vivant au Japon. Son physique, sa stature et le fait que paradoxalement il est l'une des icônes du Japon, mais toute la nation mal à l'aise, notamment au niveau politique, puisqu'il rappelle bien sûr les ennemis étrangers, que ce soit les Russes ou les Américains. L'icône d'alors devient le symbole donc tout simplement d'un malaise,
et il n'a d'autre choix que de récupérer un nom à consonance japonaise, un nom d'ascendance japonaise, un Hiroshi Suda, et tout ça s'il souhaite continuer en fait à performer au niveau professionnel au baseball au Japon. Mobilisé au front de son côté, Eiji Sawamura aura l'occasion de revenir entre deux on va dire engagements militaires, et lors de son retour il va notamment réussir à remporter 9 victoires de suite. Il faut savoir qu'à ce moment-là, à son retour, Victor subit déjà les contre-coups d'une grosse fatigue, une fatigue physique, et on imagine également une fatigue également mentale, et il ne pourra plus vraiment être le Victor Starfin de sa meilleure époque. Il va se faire d'abord dépasser en fait par le nouveau numéro 1, le nouvel ace en fait des Tokyo Giants, Teruzo Nakao. Et donc comme je l'ai dit, Eiji Sawamura va revenir, montrant au passage qu'il n'a pas perdu grand chose de sa superbe malgré les efforts à la guerre. Du moins c'est ce qu'il va croire, puisque revenant une nouvelle fois en 1943 après un nouvel engagement donc avec son régiment, il va cette fois avoir beaucoup plus de mal avec les Giants de Tokyo, avec un fameux record de 10,64 diarrhées et donc 3 défaites. Il faut savoir que d'ailleurs Sawamura ne va pas être renouvelé en termes de contrat par les Giants en 1944, et du coup il va prendre sa retraite à seulement 27 ans. Et si la retraite est déjà un gros coup vis-à-vis d'une jeune légende comme ce joueur, le plus gros coup va arriver un peu plus tard, toujours en cette même année 1944, puisque son régiment qui était engagé et donc parti en mer va se retrouver en fait tout simplement coulé par un sous-marin américain, et ainsi disparaît une icône du baseball japonais en Eiji Sawamura. En 1947, un award comparable au Cy Young en fait aux États-Unis en MLB va être créé en son honneur, et donc il va donc honorer le meilleur lanceur de la saison en baseball japonais, qui va donc s'appeler donc le Eiji Sawamura Award ou Sawamura Award. Cette année 1944 va marquer un nouveau tournant du côté de la carrière de Victor Starfin, puisque alors qu'il revient sur une saison écourtée du fait des nombreux envoyés en guerre avec très peu d'équipes et donc très peu de matchs, sur cette saison écourtée il commence très bien avec un IRA de 0,68 et un 6-0 en termes de victoire. Eh bien, il faut savoir qu'il va être tout simplement libéré par son équipe pour des problèmes de questions de sécurité nationale. On sait que ça fait partie des choses qui sont liées à sa biographie, d'après les documents, d'après les biographies racontées, écrites, etc. etc. Mais il est possible qu'il ait été vu en fait comme un espion potentiellement. Et il faut savoir aussi que le fait qu'un joueur de sa stature, une figure publique, puisse en fait tout simplement voyager au sein du pays de manière libre, avec son comment on peut dire ça, ses origines étrangères et donc son statut de migrant au final, toutes ces choses-là ont fait que sa carrière baseballistique ne pouvait continuer ainsi de par ce qui se passait dans le monde et donc via cette guerre mondiale. Et si on avait parlé en fait de la suspicion américaine vis-à-vis des ressortissants japonais, notamment japonais d'origine, notamment en Californie, avec la mise en place de camps pour ces derniers, vous vous en rappelez certainement, c'est dans la première vidéo, et bien on va retrouver le même effet, le même problème cette fois-ci parmi les migrants vivant au Japon, puisqu'ils vont se retrouver dans des camps, tout comme donc ça a été le cas pour les Starfin juste après la mise à l'écart de Victor du baseball professionnel. Lui, sa femme et son bébé vont donc en fait être dans un camp, tout simplement à Kauzara, et ils vont être là-bas, quelque part livrés à eux-mêmes parmi d'autres étrangers. Un énième coup dur pour Victor, un énième coup derrière la tête, on peut dire un coup de poignard même dans le dos. Cet effet un peu montagne russe qu'il vit en fait à chaque fois quelque chose qui se libère pour lui, quelque chose de positif, quelque chose de négatif revient. Et il faut savoir que tout ça va l'affecter de plus en plus, lui qui va commencer donc à s'adonner à l'alcool, à d'autres substances, qui va petit à petit aussi
devoir gérer des maladies, notamment liées à l'aspect mental, mais qui vont se ressentir également physiquement. Sa femme va petit à petit s'éloigner de lui. Son père décédé en 1943. Donc tous ces événements se chevauchent et amènent de plus en plus de problèmes autour de la santé et autour de l'état mental de Victor Starfin. Sa femme finit par le fuir, par le quitter pour un nouvel amant, partir aux États-Unis. Lui, malgré tout, se retrouve avec une possibilité de pouvoir rejouer. Il va recevoir en fait une main tendue avec Sadayoshi Fujimoto qui va donc le recruter en 1946. Et Starfin va donc pouvoir en fait, grâce au match qu'il va jouer en fin de saison, enregistrer sa 200e victoire en carrière, ce qui est assez énorme, un milestone incroyable, surtout dès lors qu'on se rend compte du background de son histoire très compliquée. Et malheureusement, avec le départ de sa femme, ses problèmes d'alcool vont vraiment exploser. Si la fin des années 40 vont le voir continuer sur plutôt des bonnes notes, notamment une saison 49 assez intéressante, bien il faut savoir que l'alcool petit à petit va prendre le pas en termes de conditions physiques, en termes de... il n'est plus tout jeune entre guillemets, surtout pour un sportif professionnel, et donc tous ces problèmes-là accumulés vont apporter son déclin, un déclin qui va continuer tout au long de la première partie des années 50. Et finalement, il va quand même réussir en 1955 à devenir le premier joueur à gagner 300 matchs, le premier lanceur à gagner 300 matchs au Japon. Malheureusement, dans une évolution constante, le baseball va presque, au niveau des fans notamment, au niveau du grand public, le baseball va presque l'oublier, puisque on va rentrer dans une ère beaucoup plus offensive, avec des joueurs, des frappeurs beaucoup plus intéressants, beaucoup plus costauds. Et donc lui qui fait partie au final de l'ancienne génération, qui fait partie des pionniers de ce baseball professionnel japonais, va presque disparaître en quelque sorte de la mémoire collective, la mémoire récente collective, avec ce changement en fait d'époque et cette évolution de la société japonaise d'une part, et donc de son baseball également. N'ayant plus d'opportunités au niveau baseball professionnel et allant de déception en occasion ratée, Victor Starfin ne va pas pouvoir combattre ses vieux démons, et ces derniers vont tout simplement prendre le pas sur lui, l'emporter sur lui, quand en 1957, ivre, il va tout simplement avoir un accident mortel, un accident de voiture mortel. Eiji Sawamura, Victor Starfin, des destins entremêlés, encore une fois, entrelacés, des destins communs, des destins exceptionnels tout autour du baseball, et malheureusement influencés par les affres des guerres. Voilà les amis, je sais que c'est pas une fin trépidante, une fin joyeuse, mais je voulais vraiment revenir rapidement sur ces deux figures qui ont joué ensemble. Quand j'ai parlé d'éphémère, c'est vrai qu'ils ont joué quand même plusieurs années ensemble, mais éphémère compte tenu de tout ce qui s'est passé dans leur vie respective et du fait que ce one-two punch aurait pu être et quelque part en fait tout simplement un what if exceptionnel quand on parle de l'histoire fondatrice du baseball professionnel au Japon. Avant de partir, vous me connaissez maintenant, deux petits mots. Le premier, c'est que cette histoire de Victor Starfin notamment, dont Eiji Sawamura fait quelque part partie, elle est narrée notamment de manière bien plus détaillée et qui rend bien hommage en fait à cet aspect vraiment presque romanesque, ce roman qu'a vécu Victor Starfin de sa naissance jusqu'à son trépas. Tout ceci est capturé de manière incroyable par Gaëtan Alibert dans une histoire populaire du baseball, donc je vous invite vraiment, si ce n'est pas encore fait, à aller vous procurer ce livre et dévorer notamment cette partie, mais pas que. Et on va pas faire trop long parce que c'est vrai que la vidéo est déjà assez longue. Bravo à toutes celles et ceux qui sont allés au bout de cette vidéo. Elle me tenait à cœur encore une fois. C'est vrai que c'est pas la plus joyeuse des vidéos. Et c'est une parenthèse dans les vidéos que je compte faire sur le Japon. J'espère en faire d'autres prochainement. Mais avant tout ça, je vous souhaite tout simplement de très bonnes fêtes de fin d'année, un bon réveillon, puisque là, au moment où j'enregistre, nous sommes entre Noël et le Nouvel An. Si la vidéo sort d'ici le Nouvel An, enfin avant le Nouvel An, bon réveillon à vous. Si c'est après, bonne année et meilleurs vœux pour cette année 2003. 2023 plutôt. Autant pour moi, 2023, pardon. Meilleurs vœux. On se retrouve très bientôt dans tous les cas, que ce soit pour des vidéos, des articles, etc., etc. Et sur les réseaux sociaux également. Je vous dis à très bientôt. Ciao.